Bonjour Joël, bonjour Camille, Bonjour à tous. bonjour Laure, et surtout bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents ici ce soir pour assister à cette conversation, ce débat autour du film Loin de moi la colère que nous venons de visionner, réalisé par Joël Akafou, ici présent. Alors Joël, justement, vous êtes multicasquette, vous êtes à la fois réalisateur, scénariste, dramaturge, directeur de la photo et ingénieur du son, si je ne m'abuse. Vous êtes né en 1986 en Côte d'Ivoire et diplômé de l'Institut supérieur de l'image et du son à Ouagadougou. Vous avez réalisé plusieurs courts-métrages, dont Noura en 2016, sélectionné dans plusieurs festivals en Afrique, Vivre riche en 2017, primé au festival Vision du réel et Corsica, et des longs-métrages, enfin, comme Traversée en 2020 et Loin de moi la colère en 2024. Ce film, Loin de moi la colère, il a été réalisé sur 7 ans. Il a été sélectionné dans la compétition officielle de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Et il a pour sujet la guerre civile qui a eu lieu dans un village de Côte d'Ivoire, qui est Ziglo, et la mémoire des femmes de ce village. Il est porté vers l'avenir, le pardon, la reconstruction et le vivre ensemble. Bonjour à tous. Nous sommes également accompagnés de Camille Van de Put, qui est chercheuse sur l'anthropologie sociale et les études africaines, lauréate de la bourse de la fondation Thyssen, ça se dit comme ça, chercheuse postdoctorante à l'université d'Oxford. Elle a soutenu sa thèse en décembre 2023. Et donc sa thèse avait pour sujet l'ethnographie menée auprès des jeunes hommes, de femmes âgées et de divineresse dans la région de Kologo en Côte d'Ivoire. Donc nous deux, nous sommes Laure et Clara et nous sommes étudiantes en cinéma. Donc personnellement, je suis à Paris-Cité et Clara, si je ne me trompe pas, est à la Sorbonne Nouvelle. Donc si vous voulez bien, on peut commencer avec les premières questions. La première question que j'avais, c'est comment connaissez-vous donc le personnage principal, Maman Josiane, et donc pourquoi l'avez-vous choisi comme personnage principal de ce film ? Ouais, la rencontre avec mon manjo, c'est toute une histoire, en fait. J'étais allé voir son petit frère qui était souffrant dans une clinique. Et c'était un après-midi et 5 minutes après mon arrivée, il y a une dame qui rentre sur des talons avec une robe assez artistique, avec des cheveux, voilà, avec quelque chose, quoi. Et donc, quand elle rentre, moi, je suis captivé. Et en ce moment, je cherchais l'actrice principale d'une série que je devais réaliser à Ouagadougou. Donc, je reste un peu focus sur elle, j'ai hâte ses mouvements et gestes. Elle était venue envoyer des fruits à son frère malade. Et elle ne tarde pas, elle repart. Et donc, je demande au frère si elle avait déjà fait du théâtre. Je cherche à savoir des choses sur elle. Et dans la foulée, je demande ses photos. J'étais convaincu que c'était l'actrice principale pour la série. Donc, du coup, j'envoie à la production burkinabé, qui la valide aussi. Et 3 mois plus tard, on effectue le voyage sur Ouagadougou. On se rend à Ouagadougou, on prépare le tournage 1 mois. Et le jour du tournage, une petite déception. Mon manjo n'arrive pas à jouer. Quand on dit action, elle ne joue pas. Quand on dit action, elle n'arrive pas à donner le test pendant 2 jours. Donc le 3e jour, on caste une actrice professionnelle on arrive à tourner la série. Et mon manjo là, c'est là que commence vraiment mon regard encore, mon questionnement sur ce qui m'avait attiré vers elle. Elle décide de rester pour faire la cuisine pour toute l'équipe. Donc elle reste, on finit tout le tournage, on rentre ensemble à Abidjan. Et c'est sur le chemin du retour que je cherche à savoir qu'est-ce qu'elle va faire à Abidjan, quelles sont ses activités. Je cherche à mieux la connaître. Et elle me raconte l'action qu'elle va poser. Donc elle avait déjà commencé. Donc elle me raconte ça et moi voilà, j'écoute pendant longtemps et j'avais un rapport aussi avec la guerre, avec la crise, faut le dire. Et tout de suite je lui ai dit, tu sais, je m'étais trompé, c'était le documentaire, on devait faire pas la fiction. Et comme je manipule les deux, et du coup c'est comme ça a commencé le film. Ok. Est-ce que vous avez eu des influences pour ce film par rapport à d'autres films peut-être, ou alors Des influences, c'est-à-dire peut-être s'il y a des films qui vous ont influencé, ou alors des choses qui vous ont fait penser à ce film, à ce sujet, ou alors vraiment c'était à partir de ce personnage que vous avez pensé au film ? Je dirais c'est le passé qui est revenu au fait. C'est quand je rencontre mon manjo, quand elle me raconte sa démarche, les horreurs vécues, son traumatisme, elle ouvre aussi une page, je dirais une chambre noire de ma vie que j'avais refermée à double clé.
et que malheureusement j'avais pas jeté la clé dans la mer. Donc quand elle l'ouvre, c'est ce moment de sa vie, elle ouvre aussi la mienne. Voilà, cette porte-là. Et voilà, c'est l'influence est venue de là. L'influence, déjà, rarement je suis influencé à faire un film. Généralement, je fais des films, je raconte des histoires pour pouvoir guérir. Voilà, soit d'un passé proche ou d'un passé lointain au travers d'un ami. Donc du coup, voilà, elle m'embarque dans cette thérapie où moi-même je m'invite quelque part parce que aussi je trouvais ça assez lourd parce que faut dire que d'abord là il y a une rébellion en Côte d'Ivoire qui commence en 2002. En 2002, Bouaké, c'est ma ville natale, où je reste jusqu'à 2002, où je marche plus de 100 kilomètres pour fuir la guerre, où je vois des morts, où je me cache contre les fusils, les tirs de fusils et les canons. Donc c'était un traumatisme qui est resté longtemps dans ma vie, de sorte que de 2002 jusqu'en 2022, j'avais plus jamais mis pied dans la ville. Pourtant, c'est la deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire parce que pour moi, c'était une ville maudite. J'avais pas pardonné à la ville, j'avais pas pardonné aux auteurs de la rébellion, à la classe politique. J'avais une certaine colère contre les gens du Nord, faut le dire, contre les gens, les étrangers, parce que la guerre, la rébellion a été préparée au Burkina Faso avant de descendre sur la Côte d'Ivoire. Donc, il y avait toute cette historique et cette colère là qui était quelque part en moi et qui me permettait pas de donner à 100% l'amour que je devais ressentir pour l'autre. Et qu'est-ce que c'est pour vous le sujet du film? Est-ce que c'est le conflit civil, le pardon? Est-ce que justement c'est un petit peu les deux? Comment vous voyez ça? Je dirais que ma manière, dans ma démarche artistique de raconter des histoires, il y a toujours, c'est toujours la petite histoire qui porte la grande histoire. Voilà, la petite histoire qui porte, je dirais, le grand thème, la guerre civile, mais la petite histoire, c'est le pardon en fait. Voilà, c'est la démarche, la quête de mon mangeoire à pardonner à ses bourreaux. Parce que ses bourreaux, elle les connaît. Les bourreaux, ceux qui ont tué sa grand-mère, calcinés, sont dans le village. Elle les connaît, elle le dit. Elle les connaît et chacun connaît son bourreau. Donc c'est le pardon et qui est la petite histoire qui porte maintenant la guerre civile, qui porte le conflit foncier, qui porte, voilà, toute cette thématique qui tourne autour du pardon. Voilà. Vous venez d'évoquer votre démarche artistique. Est-ce que vous avez, parce qu'on sait que le genre du documentaire, il est plutôt porté sur le fond. Est-ce que vous aviez des ambitions sur la forme, peut-être un point de vue esthétique? Qu'est-ce que vous aviez envie de faire transparaître à l'image autrement que le fond, que la forme, pardon? Ouais, autrement que je dirais que le fond, que le discours, dans la forme, pour moi, il était nécessaire de montrer que quand un peuple a tout perdu ou quand un homme a tout perdu, la seule chose qui lui reste, c'est sa tradition, sa culture. Et donc, comment mettre au centre de l'histoire cette forme d'union africaine où manger dans la même assiette est forme d'amour, est un moment d'échange, où le conte s'invite à l'histoire, où elle prend forme et elle fait partie intégrante de la vie de ces personnes. Parce qu'il faut dire aujourd'hui, le conte, moi, comme je le dis, je suis enfant de conteur, ma maman est conteuse, je suis né dans le conte, j'ai toujours écouté des contes, j'ai toujours eu des livres de contes. Et quand j'arrive dans ce village, que je découvre que le conte aussi fait partie intégrante de leur culture, de leur tradition, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a 65 ethnies, on n'a pas tous les mêmes traditions. Et je suis tout de suite touché. Et à force de voir, j'ai dit, OK, il fallait que l'histoire, la démarche des moments je sois là et que aussi le conte, voilà, ce qui leur permet aujourd'hui de se retrouver entre elles et les femmes afin de raconter leur traumatisme au travers je dirais des histoires fictives, parce que c'est des histoires imaginées, des contes, c'est ça, et pour en tirer une moralité afin de vivre ensemble, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Et j'ai parlé un petit peu en introduction de votre parcours. Est-ce que vous pourriez nous en toucher quelques mots, par exemple, nous parler de vos expériences passées en tant que cadreur ou réalisateur? Il me semble que vous avez fait les deux. Ouais, faut dire que, voilà, tout à l'heure, vous avez dit dramaturge, oui, j'ai écrit des pièces de théâtre parce que j'ai fait une école de théâtre, déjà où j'ai une maîtrise. Et c'est là-bas que j'ai appris la mise en scène. Et comme je suis pas bon comédien, je suis pas bon devant la caméra, voilà, c'est ce qui m'amène à la réalisation. Voilà, donc du coup, j'essaie la mise en scène et après, je commence à beaucoup écrire. Et c'est à l'école de théâtre que je découvre que quand moi j'ai un mal ou que mon pays ou un proche subit quelque chose d'atroce,
au lieu de le dire, de revendiquer sur le champ, moi j'écris, au fait. C'est comme ça est venue la passion d'écrire. Donc j'écrivais tous les mots qui m'arrivaient ou tous les traumatismes, j'écrivais, soit en forme de poème, soit sous une forme d'une pièce de théâtre. C'était les deux genres que j'utilisais beaucoup. Et c'était joué par des amis d'école. Voilà. Et après l'école de théâtre, je participe à un concours en Côte d'Ivoire d'écriture, et c'est là-bas qu'un formateur me fait comprendre que j'écrivais beaucoup pour le cinéma, que mes pièces étaient imagées, que c'était des images, c'était pas fait pour le théâtre. C'est vrai que j'avais des envies de cinéma déjà, parce qu'en fin d'études au théâtre, j'adapte une pièce de théâtre en un court-métrage de 13 minutes. Voilà. Donc du coup, j'avais cette envie, et j'arrive au cinéma. Et au cinéma, je suis formé en fiction. J'ai pas appris le documentaire à l'école. Je l'ai appris en faisant des films. Voilà. Et c'est sur mon premier film que j'apprends à faire le son. J'ai pas appris à faire le son dans une école de cinéma. J'ai pas appris à faire l'image dans une école de cinéma. Et c'est sur mon premier film que j'apprends à faire l'image. Et mon deuxième film, je pars tout seul, parce que le sujet était brûlant. Il fallait aller. C'était les Ivoiriens qui avaient traversé la Méditerranée, d'abord le désert, puis la Méditerranée, qui se trouvaient dans les campos en Libye. Et quand je pars avec une caméra, avec mon zoom, avec le HF, et je fais tout seul. Et c'est comme ça que ça vient. Donc du coup, j'ai appris beaucoup de choses en faisant qu'à l'école. Voilà. Et concernant votre expérience justement sur les tournages, est-ce que vous avez trouvé ça facile de faire en sorte que toutes les personnes qu'on voit ici se confient à vous sur des sujets aussi intimes? Est-ce que vous aviez peut-être des outils pour leur permettre de se confier plus facilement? Ouais, non, c'est jamais facile. C'est jamais facile, c'est sûr. C'est jamais facile de s'ouvrir à un intrus déjà, et surtout de dire ses traumatismes, surtout de parler de soi, au plus profond de son âme, c'est jamais facile. Seulement que moi, ma démarche est toujours la même, comme je le dis, toujours, le bon leader, c'est celui qui touche le cœur avant de demander la main. Donc, quand je veux filmer quelqu'un, je veux filmer dans un village, une communauté, je prends le temps. Je prends le temps que la personne apprenne à me connaître, me fasse confiance. Je me livre d'abord à la personne. Je lui dis qui je suis, d'où je viens, où je vais aller. Et on partage beaucoup de choses ensemble. Avant que je déclenche la caméra, pendant que je me présente, ma caméra est présente, pour te dire que ma caméra et moi formons un, et que ce sera toujours comme ça, il sera là, déclenché ou pas, il sera avec moi. Donc j'amène la personne à s'y habituer à ma personne et à celle de la caméra. Et après, je fais des photos par moment, je fais quelques photos pour voir si la personne est assez à l'aise quand je déclenche ou pas, jusqu'à amener progressivement, de sorte que quand je commence à filmer, sur tous les films que j'ai fait, les gens ne s'en rendent pas compte. Voilà. Et est-ce que vous diriez que c'est ce processus qui a fait en sorte que le tournage dure sur une si longue période, puisque ça a été tourné sur 7 ans? Est-ce que ça a joué, ou est-ce que c'était pour avoir une vision plus globale, ou est-ce que c'est pour apporter quelque chose au film de différent? Non, c'est pas ce processus. J'ai fait Traverser en 3 ans. J'ai fait Vivre riche en 4 ans. C'est le même processus que j'ai adopté. Non, c'est pas ce processus. Je pense que chaque film a sa vie. Voilà, ça c'est aujourd'hui l'expérience acquise au travers de ce projet. Chaque projet a sa vie, donc chaque homme a son étoile, c'est comme ça on le dit. Et ce film avait besoin de maturation. Je l'avais sorti, je l'ai commencé en 2018. Si je l'avais sorti en 2020, je serais pas moins guéri de la colère, ça c'est un. Et j'aurais pas partagé cette émotion dans le film. Et déjà, ce film a imposé du temps, parce qu'il fallait que, comme c'était une thérapie aussi personnelle, il fallait que je guérisse. Il fallait que mon Manjo aussi, dans sa démarche, atteigne un certain niveau de compréhension de sa vision du vivre ensemble, et qui était important pour le film. Et après aussi, il faut dire, au niveau commission, le film a eu beaucoup de problèmes, parce que sur les commissions africaines, les gens n'étaient pas prêts à ce que cette histoire soit racontée. Il faut le dire. Ici aussi en France, les Français n'étaient pas prêts à recevoir cette histoire, parce qu'ils sont pas loin de cette crise. Il faut le dire. Donc du coup, au point de vue financier, ça a été dur, très dur. Et il y a eu 2 producteurs français qui ont abandonné. C'est le 3e qui a fait le film. Donc voilà, on est passé par tous ces périples, mais pour moi, c'est la vie du film. Et c'est tous ces moments de difficultés qui ont permis d'arriver au bon vin. Voilà. Est-ce que du coup, vu que ça a été fait sur 7 ans, au moment du montage, vous avez dû faire des choix parce que vous aviez beaucoup de matière, ou alors sur ces 7 ans, vous n'aviez pas énormément filmé à chaque fois, ce qui fait que ça a été moins dur au niveau du montage?
Ouais, pour Vivre riche, je reviens sur ces films parce que après le monteur me ressort tout le temps pour me dire c'est une particularité, c'est aussi une force. Vivre riche, 1,53 minutes, j'avais 12 heures de rush, ouais, si j'ai bonne mémoire. Traversée, je fais 1h16, j'ai 18 heures de rush. Et celui-là, j'ai 48 heures. Donc c'est pas assez déjà pour vous qui êtes du cinéma, vous savez. Non, j'avais moins de 100 heures de rush. Mais pour 48 heures de rush, j'ai quand même fait le deuil de mes rushs parce que 48 heures, il faut couper pour arriver à 1h23. Et même si c'est pas assez, je filme généralement utile, voilà, que agréable. Et du coup, comment vous avez fait pour choisir ce que vous mettiez ou pas dans le film ? D'abord, je suis la démarche de mon Monjo. Dans un premier temps, quand tu arrives, le premier mois, tu n'as pas de recul, tu cherches à connaître, tu cherches à comprendre, donc tu suis la démarche. Après, c'est là que tu découvres le conte, tu découvres certaines choses, tu te dis comment je les utilise. Donc, il y a du retour, il y a de la réflexion, il y a de l'écriture aussi. Et ça permet de prendre du recul et de savoir ce que tu veux. Ce que tu veux vraiment, au fait. Et mon départ, c'était une démarche de montrer les personnes meurtries. Mais j'avais pas compris la démarche de mon Monjo qui était pas seulement de montrer, qui était allé jusqu'au pardon. C'est comme je le dis, tu te laisses guider par moment. Et le film arrive un moment, je savais que je ne le maîtrisais pas de bout en bout. Il fallait que je me laisse guider par l'histoire, au fait. Voilà. Justement, la question du pardon, elle est quand même assez centrale. Est-ce que dans votre thèse, c'est quelque chose que vous avez abordé par rapport à la Côte d'Ivoire ou pas forcément ? Non, pas forcément. En fait, ça s'est pas trouvé dans mes thématiques de recherche parce que même si la crise, elle apparaît en fond par moment dans ma thèse, parce que mes interlocuteurs l'ont vécu. Pour les jeunes hommes, ils l'ont vécu souvent à l'âge en fait de 10, 12 ans, à l'adolescence. Et pour les femmes plus âgées, elles l'ont vécu aussi à travers leurs enfants. Moi, j'ai travaillé dans une région qui a été entre guillemets moins touchée, notamment par les violences en fait. Les gens ont surtout expérimenté le fait d'être administrés par les rebelles en fait, donc ne plus avoir de fonctionnaires, donc plus d'école. Enfin, donc c'est encore une autre expérience que ce qui a été vécu dans l'ouest de la Côte d'Ivoire ou en effet aussi à Bouaké. Donc le pardon ne se pose pas dans ma thèse, mais en tout cas, ça se voit dans la vie quotidienne des gens aussi. Et ce qui est très beau avec le film, c'est qu'on voit à quel point c'est à la fois un sentiment profondément personnel, comme vous en témoignez, qui est extrêmement compliqué, un parcours avec beaucoup d'introspection, et qu'en fait aussi, on ne sait jamais en fait si le pardon sera complètement donné ou pas, et pourquoi il doit être donné. Est-ce que c'est pour soi-même? Est-ce que c'est en fait pour un bien communautaire ou voilà. Et il y a cette articulation du pardon personnel et en même temps du cumul de tous les pardons individuels que Maman Jo essaye en fait de mettre ensemble pour créer ce vivre ensemble. Et le film là-dessus est vraiment magnifique. On voit qu'elle utilise tous les dispositifs sociaux à sa disposition pour recréer du lien entre les gens. Voilà, que ça soit en fait la circulation de la parole, aller rendre visite à différentes personnes, demander le témoignage. L'initiative de son association, le fait de aussi la commensalité, le fait de faire partager des repas, des travaux communs entre les gens. Enfin, en tout cas, pour cette question du pardon, c'est ce que j'aurais à mettre en avant. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur la notion du pardon ou... Ouais, pour la notion du pardon, au fait, c'est comme le disait si bien là. D'abord, le pardon, il est d'abord individuel d'abord. Voilà, il faut arriver déjà à se pardonner parce que souvent on s'accuse d'être au mauvais coin ou d'avoir fait le mauvais choix. Donc on s'accuse déjà nous-mêmes. Donc faut arriver à se pardonner parce que moi j'avais pas pardonné je disais à Bouaké, aux rebelles, à ma famille de m'avoir mis au monde à Bouaké, de m'avoir laissé là peut-être, voilà. Donc du coup tu te dis c'est pas un hasard de te trouver là. Il faut arriver déjà à se pardonner parce que ne pas pouvoir se pardonner, c'est garder sur son pied des plombs et sauter dans la mer. En fait, c'est clair que tu vas aller vers le fond. Donc, quand tu arrives à te pardonner, tu arrives ainsi de suite à pardonner à l'autre. C'est comme si tu t'aimes pas, tu peux pas donner de l'amour à l'autre. Donc, c'est un processus d'abord intérieur qu'il faut faire d'abord pour soi et ensuite qui va réjaillir sur l'autre. Et c'est comme un miroir, au fait. C'est comme un miroir, le pardon. Je pense qu'on ne peut pas évoquer cette guerre et cette crise sans parler de son extrême violence. Qu'est-ce que vous pensez tous les deux de la prise en charge justement de ces victimes sur les plans financiers et psychologiques ?
Ouais, sur le plan financier, l'État de Côte d'Ivoire a essayé de mettre, je sais plus combien de milliards là, au travers d'une institution qu'ils ont appelée pour la réconciliation nationale, c'est une commission nationale de réconciliation nationale, voilà. Et juste, je crois en 2013 et 2015, ça a été un échec. Ça a été un échec parce que, je dirais, l'argent n'achète pas une vie. Aucune somme d'argent remplace un humain décédé. Et je trouve que le processus a été faussé parce que il n'a pas suivi une certaine démarche, je dirais, universitaire, anthropologique, sociologique, pour comprendre les dessous et entendre les différentes parties. Et il y a certains moments de nos vies où l'argent ne résout rien, c'est juste la parole. Laisser les gens évacuer, c'est comme de la psychanalyse. Voilà, on n'a pas eu ça. Et aujourd'hui, les plaies sont toujours ouvertes, les cicatrices sont présentes. Et voilà, ça a été un échec. Et bon, on espère que avec le film qui va faire la tournée en Côte d'Ivoire, ça pourra apporter l'État qui essaye à la veille des élections de 2025 de re-questionner voilà, les victimes et d'essayer d'apaiser les différentes colères. Et puisque Camille a évoqué justement les différents dispositifs sociaux sur lesquels s'appuie Maman Jo, est-ce que vous pensez que c'est nécessaire qu'il y ait justement la médiation de la parole, les systèmes d'entraide, la datation du nom, le baptême et les comptes? Est-ce que vous pensez que c'est tout ça qui fait que sa démarche fonctionne, ou est-ce que quelques éléments sont plus importants que d'autres, selon vous? Oui, je dirais, elle a touché là où il faut. Comme je disais, quand quelqu'un a tout perdu, la seule chose qui lui reste, c'est sa tradition, c'est de là où il vient, c'est dans quoi il a grandi, c'est ce qui lui rappelle hier, quand il faisait beau, en fait. Donc, elle essaie de ramener ça en avant. Des gens construisent un apatam, il y avait plus d'apatam le seul apatam, comme on appelle ici, Langa, ou voilà, le seul préau du village a été détruit pendant la crise. Et donc, du coup, elle remet ça déjà. Elle crée un préau avec tout le monde, de sorte que si nous avons bâti ensemble, nous n'allons plus détruire. Donc, de sorte qu'elle met, en offrande les restes de sa grand-mère, pour symboliser déjà elle le pardon, et que tout le monde utilise ce préau en bon escient. Donc, en invitant la tradition, en invitant le conte, en invitant d'abord le patriarche qui verse de l'eau, qui l'a béni pour son action, elle invite les morts qui ne sont pas morts dans son action. Et Camille, est-ce que vous avez vu durant votre thèse justement cette solidarité, cette entraide à d'autres échelles peut-être Oui, en fait, elle est quand même assez fondamentale, cette entraide. Je l'ai plus étudiée dans un contexte où, en effet, quand les gens perdent des proches, alors pas dans forcément un contexte de violence, mais dans la vie, en fait, qui fait qu'on perd des proches d'accidents, de maladies, ou dans d'autres circonstances. Comme, en fait, les dispositifs étatiques ne sont pas vraiment là pour soutenir les gens, c'est les solidarités familiales, les solidarités communautaires qui prennent le relais pour aider des familles qui, en effet, quand un père de famille décède, comment donc une femme qui se retrouve veuve avec plusieurs enfants continue à essayer de scolariser ses enfants. Ça va être par, en effet, l'aide familiale, le recours à des associations de femmes, à des systèmes d'entraide économique. Et voilà, donc là c'est d'autant plus criant dans le film avec la question de la violence et en plus le fait qu'il n'y ait pas cette prise en charge en effet psychologique des personnes qui rend la situation encore d'autant plus touchante et voilà, mais c'est exactement les mêmes logiques de ces liens entre les gens et au sein de la communauté. Et on voit vraiment comment, en effet, Maman Jo utilise tout ça. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée dans le film, c'est un détail peut-être par rapport à plein d'autres choses et à toute la violence qui est dite, mais les deux scènes où il y a cette fameuse baptême, ce fameux dation du nom, j'ai trouvé ça vraiment très touchant pour moi, connaissant un peu ce que ça veut dire aussi, donner un nom à un enfant et le symbolique d'un nom, dans toute l'idée qu'un nom va marquer la personnalité de l'enfant ou potentiellement sa destinée. Pour moi, c'est deux scènes qui sont très touchantes, en tout cas, de mon point de vue. Voilà. Merci. Quand vous avez fait ce film, est-ce que, vous pensiez le faire pour qui? Dans le sens, est-ce que c'était pour
faire connaître peut-être le conflit à de nouvelles personnes? Est-ce que c'est pour les générations futures? Est-ce que c'est pour les personnes qui l'ont vécu? Pour tout ça à la fois? Déjà, j'ai dit pour tous à la fois déjà. Pour tous à la fois, mais quand je décide déjà de faire ce film en 2018, il faut dire, la première nuit, j'ai pas dormi. Parce que comme j'ai dit, je retournais dans une chambre noire que je voulais même plus moi-même en parler. Chez moi à la maison, ma mère, on n'en parle plus de la crise parce qu'on a tous laissé un traumatisme. Elle a abandonné ses 2 maisons. Imaginez à Boaké. On ne rit pas plus, j'ai plus de photos d'enfance. Je sais plus comment j'étais jusqu'à l'âge de 15 ans. Vous voyez. Donc déjà pour moi, pour dire ok, je essaye une fois de ma vie de pardonner la chose là qui m'a fait le plus mal dans ma vie. Donc de pardonner. Donc c'était déjà pour moi et pour Maman Jo aussi dans son action parce que c'est incroyable pour moi de voir quelqu'un prendre l'argent de la pension de son mari qu'elle a cherché pendant 4 ans et le mettre à la disposition de ses bourreaux. Je croyais pas trop, en fait. Donc, c'était déjà aussi ça. Et pour la suite, il faut dire que le cinéma documentaire a quelque part pour but d'être, je dirais, l'album de famille. Voilà. Moi, j'ai entendu dans les livres, j'ai entendu dans la bouche de ma mère le génocide des Guébiés. Il existait avant les indépendances en Côte d'Ivoire. Là, je viens d'apprendre le génocide des Baoulés, bien avant l'indépendance aussi. Et là, on parle du génocide, ouais, même si on ne le dit pas assez. Et moi, je l'ai vécu et ces atrocités, je ne veux plus que ça arrive à mes enfants. Donc, pour moi, c'est l'album de famille qui vient là marquer un moment de l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui doit pas passer de manière, voilà, à la va-vite pour ne plus qu'elle revienne, au fait. Donc, c'est pour tout le monde que j'ai voulu faire cette histoire. Du coup, dès le début, en le faisant, vous aviez conscience que c'était aussi pour la mémoire du pays et de l'histoire. Et effectivement. Comme vous l'avez dit, il y a une certaine dimension politique à ce film parce que, par exemple, pour être produit, il y avait des difficultés. Donc... Ouais, c'est carrément, moi, quand j'attaquais, faut dire que aussi, j'ai jamais fait des œuvres qui sont pas engagées, en vrai. Voilà. Et du coup, ouais, la dimension politique était assez présente, mais comment la ramener dans un discours assez humain, c'est là qu'il y a eu beaucoup de travail dans la démarche artistique, dans le discours. C'était un travail assez minutieux que j'ai dû faire. Parce que après, pour moi, c'est nous qui décidons qui va nous gouverner. Et donc, du coup, le politique ne doit pas prendre le dessus sur l'humain. Et on a parlé un petit peu de l'importance de l'implication de l'État dans cette crise et en général. Qu'est-ce que vous pensez, je ne sais pas si je m'adresse plutôt à Joël ou à vous, Camille, de l'implication de la communauté internationale dans ce conflit? Parce qu'on entend très, très rapidement que les Américains, les Français ont plus ou moins eu une implication. Est-ce que vous pensez que c'était injustifié? Est-ce que c'était pas assez? Qu'est-ce que vous pensez de cette implication de la communauté internationale? Ouais, s'agissant des ONG, Médecins sans frontières, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont soigné, ils ont sauvé, ils n'ont pas pu sauver certains. Au fait, pour éviter d'avoir des pompiers qui éteignent le feu, il faut éviter le feu. Et c'est là qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Voilà, c'est là qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient le faire quand l'armée française et l'OTAN, je dirais, venaient bombarder la résidence d'un chef d'État démocratiquement élu à l'aide des Mi-24, quand un demandait, parce qu'il faut dire la crise post-électorale d'avril 2011 avait posé 2 candidats, le président Laurent Gbagbo sortant et le président Alassane Ouattara. Les 2 se sont proclamés vainqueurs, un proclamé par le Conseil électoral indépendant, la CEI, un proclamé par le Conseil constitutionnel. Le président sortant a demandé à ce qu'on recompte les voix. Le président entrant a dit non, l'OTAN, mes alliés venaient à mon secours. C'est comme ça que moi je l'ai vécu, qu'on l'a tous vu. Ils ont pilonné. Et quand ils tiraient avec les chars, ça tuait même des innocents, des civils. Et c'est à ce moment-là qu'on évite qu'il y ait des conflits à l'interne, dans les villages et autres. C'est là que, donc, faut pas allumer le feu et ensuite venir l'éteindre. Voilà, c'est bien avant. Et après, ils ont compté les morts. Vous allez voir sur Google le conflit à Djoko, ils ont compté les morts comme ils savent le faire. Voilà. Quelque chose à ce sujet? Non, parce que c'est une question extrêmement compliquée et en fait, de fait, la communauté internationale
a été impliquée dans le conflit et les puissances étrangères aussi, puisque le pays a été divisé en deux et quand même une zone démilitarisée a été tenue par les forces onusiennes et en partie par la force licorne française. Donc en fait, de fait, oui, les États étrangers de la Côte d'Ivoire et la communauté internationale a un rôle important dans ce conflit et dans sa gestion à plein de niveaux. Et donc, ouais, ça reste une question vraiment qui doit être forcément évoquée plus régulièrement, qui là dans le film est vraiment très légère, parce qu'en effet c'est une présence indirecte, plus en effet comme vous disiez des ONG, en fait des actions pour en tout cas venir en aide aux civils victimes. Mais voilà, après c'est un conflit qui a tellement de niveaux et en vrai dans le film ce qui ressort très bien c'est le niveau aussi qui a été pris, la teneur particulière dans l'Ouest avec la question des conflits fonciers, qui est aussi une question extrêmement complexe en fait. Merci beaucoup. Et justement, dans Loin de moi la colère, on entend un peu deux positions. Il y a une première femme qui dit « on va pardonner, mais peut-on oublier les blessures et les cicatrices ?» Et une seconde qui dit « c'est parce qu'on est toujours dans cette logique de pardon que ça ne s'arrête pas ». Quel est l'avis que vous avez voulu exprimer, vous, à travers ce film ? Est-ce que vous trouvez que c'est important de nuancer ce propos et de montrer ces deux points de vue qui s'opposent, ou est-ce qu'ils sont peut-être complémentaires ? Qu'est-ce que vous pensez de cette... Ouais, pour moi, c'était important de montrer les avis qui s'opposent, parce que ouais, on peut être 10 et on sera 6 à pardonner. Et est-ce qu'on arrête d'essayer d'aller vers les autres qui ont encore la colère pour leur dire vous devez pardonner, et toujours essayer à les amener vers nous? C'est ça au fait dans ce propos, parce que on a tendance à dire non, j'ai mal, je peux pas pardonner. Moi, j'ai dit ça longtemps. Longtemps. Moi, je suis fait tirer par l'armée française en 2006 devant l'hôtel Ivoire. J'ai dit ça longtemps. Donc, du coup, en 2018, quand je fais le film, je m'en rends pas compte, mais Maman Jo m'amène dans son camp. Elle dit pas non, est-ce qu'on doit pardonner? Non, elle me fait comprendre que je dois. Même pas forcément pour l'autre, pour moi-même d'abord. Voilà. Ne pas pardonner, c'est accepter de vivre avec amertume jusqu'à sa mort. Durant notre séjour bref et passage sur cette terre, moi, j'ai pas envie de vivre avec amertume, avec rancœur. J'ai bien envie de vivre libre et en donnant beaucoup d'amour. Et du coup, ces deux propos sont importants, et c'est bien que là, c'est sa propre sœur qui lui dit non, on doit pas pardonner sa propre sœur pendant qu'elle décide de pardonner. Donc, pour moi, c'était pour montrer cette nuance, pour dire que tous les Ivoiriens vont pas se mettre tout de suite au pardon parce qu'on décide de pardonner, mais tout le monde va faire le chemin vers le pardon. Et aujourd'hui, maintenant que ce film est accessible, est-ce que vous diriez que vous avez à 100% pardonné ? Est-ce que vous êtes apaisé aujourd'hui ? Ouais, moi j'ai plus que pardonné, c'est ce que je dis depuis. J'ai plus que pardonné parce que je suis libre, je suis beaucoup libre, je me sens planer maintenant sur terre. Voilà, je suis vierge, quoi. Merci pour toutes ces réponses. Est-ce que le public a des questions ? Bonjour. Merci beaucoup pour ce film. J'avais une question pour Joël Akafou. Je voulais reprendre sur le sujet de la libération de la parole, ou en tout cas des personnes qui acceptaient d'être filmées en fait pour parler. Et je voulais parler notamment des femmes. J'avais une question, c'était plus par curiosité. Les femmes qui parlent à la caméra, elles sont beaucoup plus présentes seulement à la moitié du film. On a plus une présence d'hommes et de paroles d'hommes et de Mama Jo, effectivement, mais pas beaucoup des femmes. Elles le sont après la première fête, si je me trompe pas. Et ma question, c'était, est-ce que c'était dans le montage, ça a été construit comme ça pour justement montrer au début qu'elles sont un peu invisibilisées, et puis c'est la construction de ce lieu que Mama Jo offre qui a ouvert leur parole, ou est-ce que c'est parce que, comme vous avez dit, vous avez fait confiance à Mama Jo, et c'est parce que vous avez été présent avec le temps, et en fait c'est une vraie temporalité qu'on voit, et que c'est petit à petit qu'elles ont accepté de parler en fait devant la caméra. Ouais, effectivement, je dirais c'est une vraie temporalité, parce que quand Maman Jo arrive tout de suite, elle cherche pas
voilà, elle mène pas des actions, elle va pas vers les femmes d'abord. Elle sillonne. Elle sillonne, elle essaie de voir déjà, elle-même de recenser les victimes, déjà. De faire un premier tour sans moi, comme elle m'avait déjà dit quand on partait en 2019. Elle m'a dit, j'avais déjà commencé. Quand on part chez les Baoulés, elle a dit, je t'ai passé la dernière fois, je n'étais même pas là. Je t'ai passé la dernière fois. Donc, elle a déjà fait un tour. Et c'est dans son esprit, je ne sais pas comment ça lui vient à l'esprit, de mettre en offrande le reste de sa grand-mère. Donc, pour commencer vraiment l'action. Et ce qui est fou, et moi j'ai dit, c'est la force du réel, surtout au documentaire. On a pour habitude de dire, quand tu fais du cinéma documentaire, si tu n'as pas la chance, je ne crois pas à la chance, donc je dis la grâce. Si tu n'as pas de grâce, arrête. Quand on commence à filmer, 3 mois après, Maman Jo, la pension qu'elle a attendue pendant 4 ans est débloquée. Elle saute dans mes bras, ce jour-là, je filmais. Elle me dit, tu as beaucoup de chance, à peine tu me filmes, c'est débloqué. Cet argent va servir au village. C'est comme ça qu'elle prend la décision. C'est comme ça et moi, je la suis. Voilà, donc c'est dans une vraie temporalité, elle a décidé, parce qu'elle savait, ils ont besoin d'outils pour travailler, ils ont besoin de choses, et qui va leur donner? Qui? Donc elle décide de tout partager, tout ce qu'elle a reçu, de tout partager et de ramener les gens vers la bonne voie. Merci beaucoup pour cette question. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaitait prendre la parole? Et peut-être un mot sur vos futurs projets à tous les deux? Oui. Moi, j'ai un autre projet qui sortira en 2026, je dirais 2. Un court-métrage réalisé aux États-Unis, à Chicago. Et puis, un autre long qui est le 3e volet de la trilogie que j'ai commencé depuis 10 ans. Donc, Vivre riche, traverser. Le 3e, c'est L'étranger, l'eau entière, en langue bambara. Voilà. Ouais, non, on est sur d'autres projets. Et bon, si j'avais quelque chose à dire concernant ce film, c'est... Il y a des projets comme ça, comme vous êtes à l'école de cinéma, il y a des projets comme ça où il faut être résilient. Il y a des projets où il faut être résilient. J'ai investi plus de 30 000 € dans ce film, de mes propres poches. J'ai acheté une voiture en 2020, je l'ai revendue en 2024 parce qu'elle était foutue. Juste en faisant ce trajet, c'était 428 km. Chaque fois, on aller-retour. Et ce projet, il y a des projets comme ça où vous ne gagnez pas grand-chose, mais où vous gagnez toute la vie. Donc la paix intérieure, la paix de l'âme et une certaine maturité que vous n'aurez eu jamais ailleurs. Et ces films-là, étant jeune cinéaste, on va toujours croiser sur notre chemin. Il faut savoir être résilient. Merci beaucoup. Et vous, Camille? Oui, un peu avec la recherche anthropologique aussi, ce qui est de particulier, un peu comme la réalisation de films, c'est que ça dépend beaucoup des gens qu'on rencontre en fait, et du temps passé avec les gens en fait, et la confiance qu'ils nous accordent. C'est vrai que dans ma thèse, moi j'ai commencé à m'intéresser aux femmes âgées et aux femmes âgées veuves, et j'aimerais vraiment continuer un projet sur justement la prise en charge de la vieillesse en fait en Côte d'Ivoire, et que ça soit la dimension familiale à la dimension étatique en fait, et au plus ou moins manque qu'il y a encore à l'heure actuelle, et le fait qu'on ne pose pas encore comme un problème de politique publique la vieillesse, puisqu'on reste toujours dans l'idée que la Côte d'Ivoire est un pays très jeune au niveau démographique, ce qui est vrai, mais de plus en plus il y a des personnes âgées, et des personnes âgées qui ont une détresse économique et sociale qu'il faut prendre en compte. Donc voilà. Merci beaucoup. J'ai une dernière question du public qui s'adressait à vous, Camille. En fait, vous avez travaillé sur les relations d'obligation. Et je me demandais d'une part ce que c'était et si Mama Jo dans le film est dans une relation d'obligation ou participe de ce type de relation. Oui, alors ce que c'est en fait, c'est que moi je me suis intéressée entre guillemets à comment donc à partir des trajectoires de vie et du quotidien, donc de femmes âgées veuves et de jeunes hommes sans emploi après avoir fait des études ou avoir fait des apprentissages en travaux manuels. Donc des gens qui sont plutôt précarisés un peu quand même dans leur vie socio-économique. Je me suis intéressée à comment ils étaient impliqués dans des rapports de pouvoir et à la fois de la solidarité au quotidien en fait, pour pouvoir avancer dans leur vie. Et que ça va en fait des petits rapports quotidiens entretenu avec, je sais pas, par exemple, un frère plus âgé qui de temps en temps va donner un peu d'argent pour payer le prochain trimestre à l'université, des choses comme ça.
à vraiment des projets de vie plus importants. Donc les relations d'obligation, en fait, ce que j'ai essayé de montrer, c'est tous les rapports sociaux qui mêlent cette question-là, de rapport de pouvoir et en même temps de solidarité dans lesquels les personnes s'engagent. Et comment on crée en fait du lien entre les gens. Et pour moi, tout ce qu'elle fait, Maman Jo, rentre dedans en fait, parce que en donnant un prénom à un nouveau-né, elle crée d'une certaine manière une obligation, en tout cas un lien entre elle et la famille de l'enfant. Et ça va plus loin en fait entre sa communauté et la communauté de l'enfant, notamment dans la première donation de nom. Dans aussi les associations, l'association qu'elle monte, tous les systèmes associatifs et d'entraide socio-économique sont basés sur de la relation d'obligation. Puisqu'en fait, on est engagé chacun dans une solidarité mutuelle. Et en effet, quand un fait défaut ou ne peut plus aider la communauté, en fait, le système ne tient plus forcément. Donc, oui, d'une certaine manière, le vivre ensemble qu'elle fonde, c'est justement en recréant du lien entre les gens. Donc, comment on crée du lien ? En ayant cette un peu d'idée de dette, en fait. On fait quelque chose pour autrui, on attend qu'un retour, peut-être un jour, la personne fera quelque chose pour soi. Et ça va de ses parents à, en effet, ses voisins, ou même plus loin, en fait. Merci. Bonjour, c'était une question pour Joël Agafou. Je voulais savoir du coup si vous avez pu montrer le film à l'endroit où vous l'avez fait, à toutes ces personnes du coup qui constituent cette communauté, et comment ils l'ont reçu. Et voilà, moi j'ai trouvé le personnage de Maman Jo très beau parce que c'est quelqu'un qui construit du commun, quoi, qui donne d'elle-même pour reconstruire une communauté. Et voilà, je voulais savoir s'il y avait eu des réactions. Ouais, j'ai pas encore pu présenter. Faut dire que le film est sorti, ça fait 2 semaines. Au FESPACO et ici. Donc, c'est prévu pour début mai, juste après la fête de Pâques. Parce qu'il y a le ministère de la Culture qui veut être présent, toutes les autorités politiques, voilà. Donc ça prend du temps, on va organiser début mai. Et après, au mois de juin, fin juin, après la saison de pluie, il aura une tournée des 33 régions de la Côte d'Ivoire avec le film. Voilà. Et dernière petite question, est-ce que vous pensez que justement cette tournée en Côte d'Ivoire, elle va permettre aussi d'aider les mémoires et d'apaiser cette souffrance? La seule chose dont je suis sûr, c'est qu'elle va réveiller. Et déjà réveiller, c'est questionner. Donc pour nous, c'est déjà réveiller les plaies, parce que s'il y a des plaies qui ont cicatrisé mais qui sont toujours à l'intérieur, qui saignent. Donc c'est d'enlever la peau morte qui n'a vraiment pas cicatrisé de l'intérieur, et afin que le débat remonte et qu'on se parle une bonne fois pour toutes, et pour une avenir meilleure pour la Côte d'Ivoire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, je pense qu'on va conclure. Donc, merci à vous d'être venus, d'avoir répondu à nos questions. Merci à tous d'avoir regardé la projection débat. Et à bientôt. À bientôt. Merci.